Bienvenue dans le module sur les partenariats. Alors les partenariats, c'est globalement comme faire du sales. Faire du sales, c'est vendre à des clients en direct, comprendre leurs besoins, trouver les alignements d'intérêts et faire en sorte de leur vendre un produit qui est à vous et qui peut les aider à atteindre leurs objectifs. Faire des partenariats, c'est la même chose, mais avec d'autres boîtes. Le but, ça va être de faire un échange de valeurs. Cet échange de valeurs, il doit être profitable aux deux parties. Et on va voir dans ce module comment faire en sorte de comprendre comment trouver les opportunités, comment créer les opportunités, comment les proposer à une autre boîte et faire en sorte que, à vous deux ou à plus, vous puissiez générer des flots de clients, des flots de leads qui viennent jusqu'à vous en frappant très fort ou en allant un peu plus doucement. Les partenariats, c'est un canal très puissant. On sous-estime très souvent à quel point il y a des grosses boîtes qui sont construites sur une base de partenariats. Par exemple, Google. À l'époque, quand ça a commencé à monter et que c'est devenu le moteur de recherche le plus utilisé dans le monde, tout le monde disait que c'était parce qu'ils avaient un produit supérieur à la concurrence. En fait, il y avait quand même des gros partenariats derrière qui ont fait que Google a cartonné. Par exemple, ils ont signé un partenariat avec Netscape, qui à l'époque était le plus gros navigateur web de la place. Et en fait, ce partenariat-là, il les a propulsés complètement à ce que tout le monde qui utilisait Netscape utilise Google. Pareil, ils avaient fait un partenariat avec Yahoo à l'époque. Et Yahoo, qui était une plateforme qui était quand même vachement utilisée à l'époque, utilisait Google pour toutes ses recherches. C'est bien plus tard que Yahoo a développé son propre moteur de recherche, etc. Donc Google s'est vraiment placé à des endroits stratégiques, a fait des partenariats avec des boîtes et est devenu Google qu'on connaît principalement parce que beaucoup de gens utilisaient le moteur de recherche à travers ces autres plateformes. C'est une forme de partenariat, il y en a plein d'autres. Il y a beaucoup de types d'opportunités. On va essayer de les couvrir toutes dans ce module pour que vous ayez une bonne dose d'inspiration et que vous puissiez aller chasser le deal tranquillement, avec les dents quand même, et trouver des partenariats qui font que votre boîte cartonne. Alors, comment faire ta première expérience de partenariat ? Pour faire un partenariat, tu vas avoir besoin de deux choses. Tu vas avoir besoin déjà d'une offre déjà claire et établie. C'est très difficile de créer un partenariat avec une autre marque quand tu n'as pas déjà une offre claire. Et en plus de ça, il va te falloir du coup une marque parce que très souvent, quand on parle de partenariat entre des marques existantes. Et si tu n'as pas déjà une marque établie avec des valeurs, un ton de communication, etc., ça va être compliqué de créer un partenariat solide. Donc assure-toi d'avoir créé une marque. On a des super contenus sur Coup d'État sur comment créer une marque, notamment il y a un Coup d'État Talks avec les gars de Marcel qui nous avaient expliqué comment créer une marque avec le blason de marque, etc. Donc pose-toi sur cette question-là si jamais tu n'as pas déjà une marque qui fonctionne et qui est un minimum connu d'un minimum de gens. Les partenariats, c'est un canal qui est un peu spécial. Il est à la fois inbound du point de vue des clients qui vont arriver vers ta marque parce que comme tu vas faire des partenariats de marque, ça va être difficile de mesurer concrètement combien de gens vont arriver directement grâce à ce partenariat. Et en même temps, il est très mesurable parce que tu vas vraiment pouvoir voir toutes les étapes du deal closing. Donc du moment où tu vas identifier tes partenaires potentiels jusqu'au moment où le deal de partenariat est signé, ça c'est des étapes qui sont très mesurables. Donc il y a une ambivalence, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu veux t'associer à une autre marque pour faire un partenariat et faire en sorte que ça attire plein de clients, ça va pas être facilement mesurable, ça va être très inbound. Par contre, ça peut avoir un impact très positif sur ta marque et donc sur ta génération de leads. Alors la première étape, ça va être de trouver un alignement d'intérêts entre deux boîtes. La tienne, évidemment, et puis d'autres boîtes potentielles. C'est un moment où il faut vraiment prendre du recul, il faut vraiment être créatif et pas fermer de porte. On dit souvent, quand on parle de créativité et qu'on donne un peu des méthodes de créativité, même si je suis pas un grand fan de ça, qu'il faut ouvrir, élargir le cercle et puis ensuite fermer. Dans cette étape d'ouverture du cercle, il va falloir vraiment te poser les questions de quel type de partenariat je pourrais mettre en place sans te mettre de limites, sans te dire « Ah mais oui, mais ce partenariat-là que j'imagine, je pourrais pas le faire pour telle raison ». C'est très facile de trouver des raisons pour pas faire quelque chose. C'est beaucoup plus dur de trouver plein de raisons pour faire plein de choses. Donc, ouvre le cercle, tu refermeras plus tard quand il s'agira de créer des offres concrètes. Pour repérer tout ça, j'aimerais que tu prennes bien conscience que peu importe ton type de business, c'est possible de trouver des partenariats qui font mouche et qui ont un alignement d'intérêt très fort entre deux boîtes. Je vais prendre un premier exemple, c'est Uber et Spotify. Uber, c'est donc une plateforme pour trouver des VTC et les clients, ils viennent dans le Uber, ils passent leur trajet et ils vont d'un point A à un point B. Ça, c'est la valeur de Uber. Spotify, ils délivrent de la musique. Donc, ils sont grosso modo la soundtrack de ta vie et ils te permettent de passer des moments en musique.
Et ils se sont dit, on a d'un côté un produit qui permet aux gens de se déplacer, on a de l'autre côté un produit qui permet aux gens d'écouter de la musique, faisons un partenariat pour que quand tu montes dans un Uber, tu aies une feature dans l'app qui te permette de juste te connecter au téléphone du Uber et de jouer ta propre musique dans le Uber directement. Ça fait à la fois de la promo pour Uber parce que Spotify en parle, ça fait à la fois de la promo pour Spotify parce que Uber, quand tu montes dans un Uber, peut-être que le chauffeur va te proposer de mettre ta musique via Spotify, etc. Et en même temps, ça améliore l'expérience des deux services, donc c'est gagnant-gagnant complètement et ça fonctionne très très bien. Ça, c'est pour un exemple de start-up. Si tu es une agence, si tu es une boîte de service ou si tu es un indépendant, il y a forcément des partenariats qui peuvent fonctionner de la même manière. Si par exemple tu es une agence de design, tu vas pouvoir dire « Ok, on se met en partenariat avec cette agence de développement et du coup on vous fait un package design plus développement en collaboration avec nos deux marques et essayer de lancer une campagne qui fait du bruit par rapport à ça. » C'est possible. Si tu es une boulangerie, c'est peut-être que tu vas pouvoir trouver un des restos du coin qui va accepter de te faire des plats à emporter, surtout qu'avec le contexte actuel du Covid, on commence à avoir beaucoup plus de click and collect, etc. Peut-être qu'il y a des partenariats très intéressants à mettre en place pour que vous vous apportiez des affaires mutuellement et que vous créiez des expériences qui sont encore plus pertinentes pour vos clients. Ça, c'est la première forme d'opportunité que tu peux repérer quand tu crées un partenariat. C'est comment utiliser les points forts de deux marques différentes, de deux produits différents et les mettre en commun pour faire en sorte de créer une expérience encore meilleure. Un autre exemple de ça qui est un peu plus vieux, c'est à l'époque où Nike avait sorti la Nike Plus, qui était un partenariat avec Apple, où c'était des chaussures qui à l'époque se connectaient à ton iPod Nano. Bon, ça remonte un petit peu, mais le truc est là. Et en fait, ça te permettait d'avoir un tracking de combien de temps tu cours, etc. Ça a mené à aujourd'hui, après plein d'évolutions, toutes les apps de tracking de Nike qu'on connaît, qui sont disponibles sur l'App Store d'Apple, etc., etc. Bref, ça peut mener à des opportunités gigantesques. Pose-toi cette question, comment je pourrais faire pour mettre en commun mes forces avec une autre boîte ? Le deuxième type d'opportunité que tu peux trouver dans tes partenariats, c'est de créer complètement une offre from scratch qui va venir de vos deux marques différentes. Ça prend beaucoup plus d'énergie, ça demande du développement, ça va parfois demander des échanges d'equity, tu vas te donner des parts, il y a des deals à signer, etc. Bref, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est possible et ça peut avoir un impact gigantesque. Alors je vais te donner des exemples qui sont des trucs assez gros, mais tu peux les rapporter à ta boîte même quand tu démarres. Par exemple, le premier truc qui m'est venu en tête, c'est la Yeezy. La Yeezy, c'est une paire de chaussures qui est une collaboration entre Adidas et Kanye West. Kanye West, c'est une marque gigantesque, c'est un des plus gros rappeurs US et même du monde de notre ère, et puis il a une image de marque assez particulière, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et Adidas, n'en parlons pas. Ils ont profité de la montée fulgurante de Kanye West et de la montée fulgurante de la gamme streetwear de Adidas pour se dire comment on pourrait créer un tout nouveau produit ensemble qu'on va lancer. Une toute nouvelle gamme de produits et aujourd'hui c'est des pompes qui valent hyper cher sur le marché, qui sont très prisées parce que elles rassemblent l'amour que les gens portent pour Kanye West et l'amour que les gens portent à Adidas aussi. Un autre exemple, c'est l'association entre BMW et Louis Vuitton. Chez Louis Vuitton, ils avaient créé une gamme de bagages, donc des sacs, des valises, etc., qui était hyper masculine, hyper stylisée et qui allait en fait avec une nouvelle gamme de voitures que BMW avait créée avec un alliage tout en fibre de carbone, etc. Et donc, il y avait vraiment une gueule hyper classe, hyper stylée. Et les bagages étaient aussi créés en alliage de carbone, etc. Donc, il y avait un vrai rappel entre les deux choses. Et en fait, ils avaient mis leurs équipes de R&D sur le sujet. Ils avaient passé beaucoup de temps à développer vraiment un nouveau produit, une nouvelle offre. Et quand ils ont sorti ce truc-là, ça a fait énormément de bruit parce que déjà, tous les gens qui étaient fans de BMW ont trouvé ça cool. Tous les gens qui étaient fans de Louis Vuitton ont trouvé ça cool. Et surtout, l'association entre les deux, elle n'est pas forcément évidente au premier abord. Et en fait, il y a ce côté « Oh mais c'est marrant, je connais ces deux marques, je les associais pas dans ma tête forcément. Et maintenant, poum, il y a un truc hyper émotionnel qui se crée, qui est de la surprise grosso modo, qui te permet de toucher les gens en plein cœur et d'arriver à faire en sorte d'attirer leur attention. » Donc encore une fois, ça c'est le deuxième type d'opportunité que tu peux repérer. C'est un peu plus difficile à mettre en place parce que ça demande de vraiment faire un développement d'une nouvelle offre, mais c'est possible à faire. Le troisième type de partenariat que tu peux mettre en place, c'est un système de licence. Le système de licence, il est un peu particulier parce qu'il demande que toi, tu aies une marque qui fonctionne déjà bien et qui soit déjà un minimum connue.
Mais t'as pas besoin d'avoir une marque de la gamme de BMW ou de Louis Vuitton pour mettre en place ce système de licence. Il y a plein de business qui fonctionnent comme ça. Alors, un exemple de ça, c'est Starbucks. Donc, Starbucks, c'est quand même une grosse marque, on va pas se mentir. Mais Starbucks, à un moment, il y avait un fabricant de glaces, des glaces à manger comme ça, qui voulait faire des glaces qui avaient le goût du café Starbucks. C'est vrai que c'est reconnaissable, etc. Donc c'est intéressant pour la marque de glace d'avoir un goût Starbucks. Et Starbucks leur a produit un système de licence où ils ont dit « Ok, vous pouvez totalement vendre des glaces goût Starbucks, mais il faut que nous, on récupère un fee à chaque fois que quelqu'un achète une des glaces qui porte la marque Starbucks parce que vous profitez de notre notoriété. » C'est un partenariat qui est gagnant-gagnant. Parce qu'en termes d'expérience et en termes d'attractivité, le marchand de glace, il gagne énormément. Et puis en termes d'argent et en termes de coolitude, Starbucks gagne aussi énormément. Ce système de licence, il fonctionne pour plein de business. Il y a des business qui fonctionnent exclusivement sur ça. Par exemple, le business de la musique, pour revenir à Spotify dont je parlais juste avant, c'est un business qui ne fonctionne que sur le principe de licence. Spotify ne possède pas la musique que vous écoutez sur Spotify. Spotify achète des licences à des ayants droit, qui sont très souvent des maisons de disques ou des labels, et achète cette licence pour pouvoir distribuer la musique ensuite. Donc c'est une autre manière de faire ça. Si vous avez une marque qui fonctionne un minimum et qui peut intéresser des gens, vous pouvez vous poser la question de comment leur licencier votre marque pour que ils puissent l'utiliser dans leurs produits en partie. Là, je parle de très grosses marques, mais même si vous voulez le faire sur des plus petites marques, c'est possible. Nous, avec Coup d'État, on a une marque qui est pas gigantesque, qui a une petite notoriété, certes, dans une certaine niche, mais qui a pas une énorme notoriété. Je sais qu'on a eu déjà plusieurs opportunités pour commencer à licencier notre marque et faire en sorte qu'il y ait des gens qui créent des lieux Coup d'État dans d'autres pays, etc. Et que sous réserve qu'ils utilisent nos guidelines correctement et qu'ils respectent un petit peu nos exigences par rapport à l'expérience qu'ils vont fournir, etc., ils peuvent utiliser la marque Coup d'État pour attirer du monde dans ce qu'ils proposent. C'est un type de partenariat qui fonctionne, nous on pourrait le mettre en place. D'ailleurs, je suis en train de faire cette vidéo, je me dis que ce serait peut-être une bonne idée de le mettre en place, et ça me fait penser à TEDx. TEDx, c'est l'exemple même du principe de licence. À la base, il y a TED, qui est, grosso modo, ils ont essayé de faire les meilleures conférences possibles sur des sujets divers pour pouvoir partager des idées qui valaient le coup d'être partagées. Et puis, ils l'ont fait dans des TED, ça prenait beaucoup d'organisation. Et puis, ils se sont dit, mais en fait, si on veut qu'il y en ait de plus en plus, on pourrait créer un système de licence où n'importe qui pourrait venir et dire, moi, je vais organiser mon propre TED. On va appeler ça un TEDx. Et faire en sorte que les gens, ils aient un set de guidelines très particulier, très exigeant, pour qu'ils puissent reproduire un événement TED n'importe où ils sont dans le monde. Ça a fonctionné hyper fort et c'est un partenariat entre TED et plein de particuliers qui avaient envie d'organiser des conférences, qui sont des fois des boîtes, qui sont des fois des associations, peu importe. Ils ont trouvé un partenariat qui a fait en sorte que ça explose complètement. Ensuite, un autre type de partenariat que vous pouvez mettre en place, c'est un deal de distribution. Alors la distribution, c'est vieux comme le monde, il y a plein de boîtes qui ont fait ça de tout le temps, de proposer à une autre boîte d'être leur distributeur. Typiquement, on va parler des supermarchés. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas les supermarchés c'est quand même un super modèle de distribution, à la fois parce que ça crée une expérience pour le client d'avoir tous ses produits au même endroit, à la fois parce que si les producteurs voulaient vendre leurs produits directement aux consommateurs, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de le faire en ce moment, mais ça reste quand même plus compliqué qu'avec tout le système logistique des supermarchés. Alors bon, c'est un système qui est beaucoup plus complexe que ça, il y a énormément de chaînes dans les étapes, etc. Donc on va pas parler d'un partenariat en tant que tel dans ce système-là. Par contre, on peut s'inspirer de ce truc-là, prendre un peu de distance et se dire « ouais, il y a des partenariats de distribution intéressants à faire ». Les partenariats dont je parlais au tout début entre Google et Yahoo ou Google et Netscape, c'est des partenariats de distribution. J'ai un autre exemple qui est celui de Delicious. Alors Delicious, c'est un truc qui date maintenant un petit peu, c'était quand j'ai commencé à entreprendre, c'était il y a un bon 10-15 ans, mais bon, il y en a probablement certaines d'entre vous qui se rappellent de ça. C'était un plugin pour faire du social bookmarking. Ça veut dire que tu étais sur Firefox, à l'époque c'était le navigateur proéminent, et tu pouvais avoir ton plugin où quand tu naviguais sur un site, tu pouvais bookmarker une page, tu pouvais la mettre dans des favoris, mais ces favoris, ils tombaient sur ton profil social et donc tu avais une sorte de réseau social où tous les gens pouvaient voir les liens que tu aimais bien et donc c'était un partage de liens et c'était encore le tout début de Facebook, donc c'était encore un peu flou la ligne et donc les gens se partageaient des liens URL en disant « Ah franchement ça j'ai trouvé ça trop cool comme contenu ». Delicious à la base c'est un site unique.
Et un jour, ils ont fait un partenariat avec Mozilla. Quand Mozilla est passé à la version 2.0, ils ont mis en avant Delicious parce que c'était un super plugin qui cartonnait. Et du coup, en fait, tout le monde qui a upgradé à Mozilla Firefox 2.0 s'est retrouvé avec l'extension Delicious. Ce partenariat-là, ça a fait tripler la base d'utilisateurs de Delicious. C'est un deal de distribution hyper intéressant. Aujourd'hui, ce type de distribution en tech, c'est très souvent représenté par des API. Une API, c'est une interface de programmation, ça permet à n'importe quel site d'utiliser des petits bouts d'un autre site pour apporter de la valeur d'une manière différente dans le site. Par exemple, l'API de YouTube, c'est ce qui te permet, toi, de pouvoir mettre une vidéo YouTube dans ton site sans avoir à mettre juste un lien qui renvoie vers la vidéo YouTube en elle-même. Et ce système-là, c'est un système de partenariat de distribution. Si tu arrives à trouver des canaux où tu peux mettre ta valeur au milieu de la valeur d'une autre boîte, tu as un deal de distribution hyper intéressant. Évidemment, tout ça, j'en parle comme des grandes catégories et comme si c'était des listes et qu'il y avait des cases. Je déteste les cases, vous commencez à le savoir. Tout ça se mélange un peu. Quelle est la différence entre un partenariat d'apport de valeur d'un boulanger qui va proposer les plats d'un restaurant à côté à ses clients et avoir un système de distribution comme celui dont je viens de parler? La ligne est floue, mais peu importe. Ce qui est intéressant dans les concepts que je vous donne, dans les exemples que je vous donne, c'est qu'il y a toute une manière d'être créatif et de se poser la question de comment faire pour trouver des partenariats qui sont des win-win et qui font en sorte que ça vous apporte à vous et à la boîte partenaire beaucoup de clients avec une nouvelle expérience intéressante. Ok, donc tout ça, c'est déjà pas mal d'infos, c'est déjà pas mal de choses pour essayer de t'ouvrir l'esprit et de te poser la question de quel type de partenariat tu pourrais mettre en place. La deuxième étape, une fois que tu as émis plein d'idées de partenariats potentiels, c'est de regarder quels partenariats sont vraiment alignés avec tes intérêts à toi. Parce que jusque-là, on a parlé des trucs un peu cool, le côté partenariat, c'est chouette, tout le monde est content. Le problème, c'est que très vite, on peut tomber dans un travers quand on fait des partenariats qui est de s'associer à une autre boîte juste pour la beauté du partenariat. Vous imaginez pas le nombre de mails que je reçois par jour de gens qui me demandent juste « Salut, je pourrais faire un partenariat avec Coup d'État ». Et puis quand je creuse un peu, je suis là en mode mais pourquoi faire en fait? T'es une boîte qui a rien à voir avec nous, ça va t'apporter aucun client, l'intérêt est quand même plutôt minime, pourquoi tu me proposes ça? Donc il faut vraiment se poser la question. Donc là on arrive dans la phase de fermeture, on a ouvert, on s'est posé plein d'idées, on arrive dans une phase de fermeture. Posez-vous la question de mais est-ce que ça va vraiment me profiter? Est-ce que ça va vraiment faire en sorte d'améliorer les métriques que je cherche à améliorer? Si vous voulez faire de la génération de leads avec votre partenariat, posez-vous la question de est-ce que ce partenariat va vraiment amener des leads? Si vous voulez juste faire du branding et que les gens trouvent que votre marque est trop cool et que ça vous amène de l'inbound et une rayonnance un peu plus grande, posez-vous la question, est-ce que ce partenariat que j'imagine peut me permettre d'atteindre ce truc-là? Ça va vous permettre de faire le tri et de commencer à vous poser des vraies questions sur qui sont mes potentiels partenaires. Ça m'amène à la troisième étape. La troisième étape, c'est de créer une liste de tous les partenaires potentiels avec qui vous pourriez mettre en place ce type de deal. Cette liste, elle doit être longue. Normalement, si vous avez déjà quelques idées de partenariat potentiel avec une boîte ou une autre boîte, vous devriez facilement arriver à remplir un tableau Excel avec 50 boîtes dedans. Pourquoi? Parce que très souvent, vous allez penser à la première marque qui vous vient à l'esprit, mais en fait, il y a tous ces concurrents qui sont là. Et c'est très intéressant de se poser cette question. Il ne faut pas tomber dans le piège émotionnel de se dire « Ah, moi j'adore cette autre boîte, je veux absolument bosser avec elle ». Il faut se dire « On va rentrer dans un process de sales où on va essayer de closer des deals de partenariat. Donc, il faut absolument que j'ai une liste suffisamment grande pour pouvoir essuyer les rejets. » C'est le principe même du sales, on en parle dans le module sur la vente en direct. Tu te fais rejeter la plupart du temps. La plupart du temps, les gens vont te dire non, tu vas pas trouver d'alignement d'intérêt suffisant, ce sera pas le bon timing, ça va être compliqué, etc., etc. Donc, il te faut un pipe de deal qui est suffisamment grand pour pouvoir absorber ces échecs-là. Pour ça, tu te poses la question de c'est quoi tous les gens avec qui je pourrais mettre en place un partenariat. Une fois que tu as ton pipe de deal, tu peux passer à la quatrième étape qui est de traiter ce pipe de deal. Alors encore une fois, dans cette formation, on parle de la première expérience que tu peux mettre en place. La première expérience, c'est de closer ton premier deal. Quand tu auras closé ton premier deal et que tu auras mis en place le partenariat de manière effective, on pourra dire que ton expérience est terminée. Et donc ça implique que pour aller chercher ton premier deal, il va falloir aller le chercher avec les dents.
Pour ça, tu vas prendre ta liste de deals potentiels et tu vas contacter tout le monde. Parce que ça a deux effets. Le premier effet, c'est que tu augmentes tes chances d'avoir une personne sur 50 qui te disent oui plutôt qu'une personne sur une. Et en plus de ça, tu vas commencer à te faire connaître dans le milieu. On sous-estime très souvent à quel point ces milieux entrepreneuriaux de boîtes existantes, plus ou moins grosses, etc., sont des milieux interconnectés. Quand vous aurez fait un rendez-vous avec une boîte, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 10, et puis que le mec de la boîte 10 va aller voir la meuf de la boîte 1 et lui dire « Ah ouais, j'ai vu un mec qui est très intéressant et qui me propose tel partenariat. Ah mais moi aussi je l'ai vu. » Puis ils vont en parler au mec de la boîte 5, qui va en parler à la personne de la boîte 30, etc., etc. Et très très vite, vous pouvez vous faire reconnaître dans le milieu comme quelqu'un qui a les dents longues, qui est grosso modo inspirant et qui est déter de faire quelque chose de bien. Et il ne faut pas sous-estimer ça. En sales, c'est vrai aussi, un peu moins. Mais là, en partenariat, tout particulièrement parce qu'on parle de petits milieux et vous n'avez pas énormément de chance pour réussir à closer votre premier deal. Donc, multipliez les points de contact, multipliez votre énergie et faites en sorte d'impressionner les gens que vous rencontrez. Parce que si vous arrivez à faire ça, très très vite, ça va se parler. Quand vous commencez à rentrer en contact avec ces boîtes, pour commencer à closer des deals, il va falloir vraiment vous poser la question de qui est la bonne personne pour dialoguer. La bonne personne pour dialoguer, c'est souvent pas la personne que vous pensez. La plupart du temps, si vous avez un partenariat par exemple de distribution à mettre en place, vous allez essayer de taper les gens qui font du partenariat. Il y a très souvent dans les plus grosses boîtes des cellules de partenariat, des gens qui s'occupent que de ça. Et en fait, c'est pas forcément la meilleure idée de leur parler à eux. Peut-être qu'il faut vous faire rediriger assez rapidement vers la personne qui a le plus d'intérêts communs avec votre campagne de partenariat. Par intérêt commun, j'en parle depuis tout à l'heure, c'est un alignement d'intérêts que vous cherchez. Il faut trouver les gens qui ont des objectifs chiffrés, alignés sur les objectifs chiffrés du partenariat que vous proposez. Donc par exemple, si vous proposez d'augmenter, le nombre de vues sur YouTube de la marque partenaire, peut-être que ceux avec qui vous devez dealer, c'est pas nécessairement les gens qui font des partenariats, mais plus les gens qui s'occupent de la chaîne YouTube. Peut-être que eux, ils n'ont pas l'habitude de gérer des partenariats et qu'ils seront moins au fait de tout ce qui peut se faire en termes de dans la boîte, etc. Par contre, c'est des gens que vous allez pouvoir convaincre beaucoup plus facilement parce que vous leur apportez sur un plateau d'argent une opportunité d'atteindre leurs objectifs plus facilement. Ces gens-là, ils vont ensuite pouvoir devenir des prescripteurs qui vont proposer à la cellule partenariat de suivre ce truc-là. Bref, les sales, on le voit aussi dans le module sur la vente en direct, c'est quelque chose de profondément relationnel. C'est quelque chose où vous devez être flexible, vous devez tisser des relations, vous devez créer des interrelations entre les gens, etc. C'est pas un truc qui se crafte forcément avec minutie. C'est pas Game of Thrones, on n'est pas dans un truc de stratégie gigantesque, je sais pas quoi. Peut-être que certaines d'entre vous le feront comme ça. Moi, je pense que ça doit se faire de manière instinctive. Mais en tous les cas, posez-vous la question de à qui va profiter mon offre, à qui va profiter ce deal si on arrive à le signer. Si vous arrivez à montrer aux gens qu'il y a un vrai intérêt pour eux et que vous arrivez à le faire avec suffisamment d'intensité, il y a moyen que vous closiez votre premier deal, que vous vous mettiez d'accord sur des termes des deux côtés, que vous trouviez une situation win-win et que vous fassiez en sorte de passer à l'étape suivante qui est de mettre en place le partenariat. C'est la dernière étape et c'est celle sur laquelle je peux vous donner le moins d'infos parce qu'en fait, elle dépend fondamentalement de l'offre que vous avez proposée. Donc elle va dépendre de toutes les étapes précédentes, des offres que vous avez imaginées, des offres qui sont restées parce que vous avez choisi que c'était celle-là qui était alignée avec vos objectifs, des offres qui rentraient dans votre pipe de deal et des offres que vous avez réussi à closer. Donc elles se sont forcément modifiées, etc. au fur et à mesure parce que quand vous proposez des contrats comme cela, il n'y a pas moyen que vous arriviez avec une offre initiale et que personne ne négocie quoi que ce soit et qu'il n'y ait pas des changements qui soient opérés. Donc mettre en place le partenariat en soi, ça implique de juste prendre les termes du contrat et de tout donner pour faire en sorte que ça fonctionne de la meilleure manière possible. Ça, toutes ces étapes, c'est votre première expérience de partenariat. Comme je l'ai déjà dit, pour ta première expérience, il suffit d'un deal closé. Un deal closé, ça va prendre pas mal de temps. On parle de 1, 2, 3, 6 mois pour closer un premier deal de partenariat. En plus de ça, comme je l'ai dit au tout début, c'est quand même plutôt pertinent de s'associer à des marques qui ont déjà une notoriété
et de toi-même avoir déjà une notoriété. Donc, ça prend vraiment du temps. Par contre, ça peut avoir un impact gigantesque si c'est bien exécuté. Donc, c'est une expérience qui est quand même risquée dans une certaine mesure parce qu'elle va te prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais si tu es prêt à le faire, ça vaut le coup. Cette première expérience, tu vas pouvoir mesurer ses performances. Si elle fonctionne bien, normalement, elle doit te ramener quand même beaucoup de leads. Alors évidemment, tout ça est à prendre avec des pincettes, comme tous les modules de cette formation. L'objectif, c'est pas forcément de faire comme Google ou comme Uber et Spotify. C'est pas forcément d'avoir des millions de clients qui rentrent dans ton pipe. Peut-être que c'est un plus petit partenariat que tu peux mettre en place. Je sais que récemment, on a fait un partenariat avec plusieurs autres boîtes de l'écosystème de The Family, avec Kimono, avec SEO Secret, avec My Name is Bond, avec Sparkmate et quelques autres partenaires. On s'est tous associés pour créer une campagne qui s'appelle Packman, P-A-C-K-M-A-N, où on propose des packs pour lancer ta startup from scratch avec la création de ta marketplace ou de ton site e-commerce, etc. Plus 5 t-shirts, 5 hoodies Kimono, plus la formation trouver des clients. Et en fait, tout ça, c'est des campagnes qu'on a lancées ensemble. La réunion de toutes nos marques fait qu'on a quand même une certaine légitimité quand on vient lancer ces packs-là et on récupère tous les leads derrière. Ça nous a rapporté pas mal de leads, ça a bien fonctionné et ça nous a pas pris beaucoup de temps. Et ce qu'il a fallu à Blondie pour mettre en place cette campagne-là, ça a été de nous contacter tous, c'était son process de sales et de dire « Hey les gars, est-ce que vous êtes chaud ?» Alors voilà, c'est l'avantage d'être petit, c'est que quand vous êtes petit, vous êtes hyper agile. Et quand vous êtes hyper agile, vous pouvez mettre en place des deals de partenariat de manière très rapide. Si vous voulez faire un partenariat avec une grosse boîte, une plus grosse boîte que vous, en fait, vous allez pouvoir profiter de la même agilité. Si vous êtes petit, vous pouvez aller vite, vous êtes flexible. Vous avez cet avantage que la grosse boîte n'a pas. La grosse boîte a l'avantage d'avoir du trafic, de la bande passante, beaucoup de clients et beaucoup de clients potentiels, mais elle n'a pas cette capacité à bouger vite comme vous. Donc, faites ça dans la balance et faites en sorte de trouver un équilibre qui fait que vous pouvez closer votre premier deal. Si jamais ça fonctionne, que ça vous rapporte des leads, que ça vous rapporte du business, que ça marche très bien, que vous avez un bel impact avec votre première campagne, évidemment, vous allez pouvoir transformer votre pipe de leads en un vrai pipe de sales. Peut-être qu'il faut engager une personne, peut-être que vous pouvez le faire full time, mais en tout cas, tisser ces relations, ça peut se faire sur le long terme. Créer des partenariats, ça peut se faire de manière très régulière et ces partenariats-là, ils peuvent faire beaucoup de bruit pour vous et c'est un canal qui est complètement pérennisable sur le long terme et qui peut faire en sorte que votre marque rayonne de plus en plus et que ça fasse exploser vos chiffres. Voilà, donc j'espère que vous avez saisi l'idée qu'un partenariat, c'est possible de le mettre en place très rapidement. Là, dans tous les exemples que j'ai donnés, il y a quand même beaucoup de choses qui sont des exemples de grosses boîtes avec un gros impact et donc un long temps de closing. Si vous êtes une petite boîte, ça peut valoir le coup de s'associer à une autre petite boîte. Posez-vous vraiment la question de ce que vous avez les moyens de faire maintenant et de ce que vous avez envie de faire aussi. À quel point vous pouvez être créatif, à quel point vous pouvez vous faire plaisir dans le process, parce qu'on n'oublie pas, trouver des clients, c'est aussi une histoire de se faire plaisir. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné envie de mettre en place des partenariats qui cartonnent. Dans ce module, on va mettre beaucoup de retours d'expérience. On va prendre vos retours d'expérience à vous et j'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez en faire.